Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo que vous êtes nombreux à m'avoir demandé, petite vidéo sur la situation actuelle en Ukraine. Alors je la fais parce que, depuis que vous m'avez averti, justement, moi je ne suis pas trop ce qu'il se passe de mon trou perdu de Hongrie, pas loin de la frontière ukrainienne d'ailleurs, où ici en Hongrie, les Hongrois n'ont pas l'air trop inquiets de ce qu'il se passe, puisqu'ils connaissent bien la région, étant frontalier de l'Ukraine et étant le gouvernement Orban en interaction fréquente avec l'Allemagne et la Russie, parce qu'ils travaillent avec eux en toute amitié, c'est-à-dire en tout intérêt économique. Il n'y a pas d'amis, il y a des intérêts entre États. Les intérêts de la Hongrie sont les intérêts de la Russie et de l'Allemagne, qui sont copains en réalité, et on vous fait croire qu'il y a des tensions entre l'Allemagne et la Russie. Il n'y en a absolument pas, je vais vous expliquer pourquoi. Mais l'Allemagne est obligée, ils sont très hypocrites de faire semblant d'être un peu remontés contre la Russie face à sa position avec l'Ukraine. Alors, on voit qu'il y a une tension qui monte, qui est un peu exacerbée par les médias occidentaux, les médias américains et surtout les médias, on va dire, français, allemands, plutôt les médias d'Europe occidentale plus que d'Europe centrale, qui sont d'ailleurs qui font leur argent sur l'émotionnel, mais à vrai dire, il n'y a pas plus de risque que ça, il n'y en a même pas du tout, et je vais vous expliquer pourquoi. Et vous allez voir, c'est absolument simple à comprendre. Alors, la Russie a réussi à récupérer ce qu'elle voulait récupérer, c'est-à-dire la Crimée. L'Est, c'est le Donbass, l'Est de l'Ukraine ne l'intéresse pas vraiment. Ça lui permet d'avoir une zone où elle peut un peu embêter un peu l'Ukraine, en disant qu'elle, elle ne fait rien. Ce sont peut-être des mercenaires qui arrivent, mais elle, elle y est pour rien. Par contre, la Crimée, pour elle, est un énorme avantage parce que il y avait des bases là-bas, des bases navales, et ça lui permet d'avoir un très bon ancrage en mer Noire, pour le commerce international et puis pour sécuriser son commerce et puis pour pratiquer, justement faire passer sa flotte maritime, essentiellement sa flotte militaire, via le Bosphore et la Turquie, qui sont de nouveau un peu tombés, pas dans le giron, ils ne sont pas dans le giron russe, mais ils sont beaucoup moins sous l'emprise des Américains, puisque après l'avènement de Trump, la Turquie a été un peu lâchée et a dû reprendre ses repères et se refaire d'autres alliances. Et il y a beaucoup moins de tensions entre la Turquie et la Russie qu'il y en avait avant, puisque les euh, l'Amérique pré-trumpienne, donc ce qui est Obama et les autres, n'étaient pas les copains des Russes pour des raisons énergétiques et lui empêchait un peu, la faisait chier dans son passage avec la Méditerranée et empêchait la Russie d'avoir une certaine emprise économique sur la Méditerranée, pas sur le commerce énergétique, vous allez comprendre pourquoi. Alors, cette crise qui arrive actuellement n'est pas sans rappeler les problèmes qu'il y a eu à ce qu'on appelait la révolution orange en Ukraine, qu'il y a eu avant, quand l'Ukraine a voulu son indépendance en se tournant vers l'Europe. Et vous allez comprendre que l'Ukraine qui voulait se tourner vers l'Europe n'était pas un bon plan pour la Russie, et ça avait été fomenté à l'époque par les États-Unis qui voulaient un peu déstabiliser l'Ukraine, qui était en train de se développer grâce à l'injection de fonds et surtout une organisation, un rachat d'entreprises par l'Allemagne, qui faisait ça en douce. Alors l'Allemagne disait qu'elle était avec les États-Unis, alors que l'Allemagne joue double jeu économiquement, c'est bien connu. L'Allemagne a une façon de s'intégrer dans des sociétés étrangères et on ne la voit pas, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus puissante qu'on ne le croit, parce qu'elle va, par exemple en Hongrie, typique, mais aussi en Ukraine, injecter des fonds dans des entreprises locales, par exemple d'agroalimentaire. C'est très important, l'agroalimentaire, par exemple en Ukraine, qui est ce qu'on appelait le grenier à blé, c'est très riche, c'est de la très bonne terre et très riche, ça peut produire beaucoup de blé, particulièrement poil, mais aussi du blé qui peut être exporté vers la Russie, mais il y a quand même des problèmes historiques entre l'Ukraine et la Russie.
Ce qui fait que la Russie et l'Ukraine, dans leurs échanges économiques, ne sont pas au top, hein, sauf que l'Ukraine a besoin du gaz russe pour pouvoir se chauffer l'hiver, et les hivers ukrainiens sont très froids, et la Russie, en échange, lui dit, t'es bien gentil, mais on te permet de prendre une petite taxe sur le passage de notre gaz vers l'Europe centrale et vers d'autres destinations, puisque la Russie vit non pas de son économie de marché, mais vit de ses exportations de gaz et de pétrole qui appartiennent à la Russie, hein, et ses armements. C'est pour ça qu'on entend tout le temps des économistes dire oh, la Russie a un PIB tout petit. Oui, elle n'a pas d'économie de marché. Quand tu la vois, elle paraît minable, mais absolument pas, puisqu'elle vit sur son sous-sol et son PIB, elle en a que foutre. Elle peut avoir un PIB rikiki, elle restera toujours une grande puissance puisque elle est capable avec son gaz, son pétrole, son armement et ses fonctionnaires de faire marcher l'école, les pompes à essence et de chauffer tous les bâtiments fabriqués à l'époque soviétique où sont entassés les Russes autour des villes et ils sont chauffés et bien au chaud l'hiver. Alors il y a une classe moyenne qui est en train de naître, il y a du commerce qui est en train de naître. Je travaille d'ailleurs avec la Russie, là, un contrat signé avec la Russie pour acheter l'éveil des consciences. Je suis bien content, mais ils sont quand même dynamiques, hein. Saint-Pétersbourg est là, donc je bosse aussi avec la Russie. Donc pour vous dire que je les connais quand même, je les connais depuis longtemps, hein. Et que la Russie n'a pas besoin d'un PIB. Alors, ce qui se passait, c'est que la première révolution orange, il faut suivre tout ce que je vais vous dire parce qu'on vous raconte des conneries, hein, on vous met dans l'émotionnel et vous allez voir qu'il n'y a pas de guerre qui va se passer. Je vais vous expliquer ce qui s'était passé déjà avant. L'Allemagne avait donc racheté pas mal de sociétés, s'était mis dans des sociétés et elle est en société écran, donc elle possède 10% d'une société, donc on ne la voit pas apparaître, hein. On la voit très peu apparaître, mais dans ces sociétés, il y a des contrats qui sont signés comme quoi elle va récupérer sur 20 ans 30 ou 40% des bénéfices parce que c'est elle qui va injecter un maximum d'argent pour moderniser ces sociétés ukrainiennes qui étaient un peu à la ramasse, hein. L'Ukrainien n'est comme le Russe et c'est pas un grand spécialiste de l'économie de marché, c'est pas un État réellement centralisé. Il n'y a pas un État puissant en Ukraine, ce sont beaucoup de barons de ville qui sont mafieux, ce qu'on appelle entre guillemets des mafieux, qui tiennent des boîtes de nuit et des industries, qui tiennent leur ville, leur région, en général c'est des villes, hein, on les appelle des barons de ville, c'est pas tout à fait comme en Russie, et ces individus sont aussi dans l'industrie, il ne faut pas croire, et à ce moment-là c'est assez dur de traiter avec eux. Pour traiter avec eux, il faut avoir des connaissances. L'Allemagne est traditionnellement, vous Français qui m'écoutez, vous ne le savez pas, mais traditionnellement en Europe centrale et en Russie depuis des siècles, puisqu'il y a des communautés allemandes qui sont là, il y a même des villes camemberts où on trouve une partie slave, une partie de hongrois, une partie d'Allemands, une partie de Roumains, alors ça c'est pour la Hongrie, mais on trouve la même chose en Slovaquie, des villes allemandes, et il y a aussi des villes allemandes, en partie allemandes, les petits, les sages, comme on les appelait, je ne sais plus comment ils portent le nom, étaient partout, c'était des ingénieurs, et traditionnellement ils étaient là. Alors avec le communisme, il y a eu des problèmes, mais ils connaissent le fonctionnement, et les bonnes habitudes se reprennent, ils ont été chassés, et ils reviennent, et maintenant l'Allemagne est revenue là-bas. Alors elle était revenue en Ukraine, et elle commençait à moderniser l'Ukraine, pour les Ukrainiens, mais surtout pour les Russes. Et les Ukrainiens ne voulaient pas passer directement en Ukraine parce qu'il y a un petit contentieux historique, ça s'appelle la Grande Famine de 32-33, où Staline avait, avait tué des millions de personnes avec la technique du non-droit à la récolte. Donc vous ne récoltez pas, vous ne plantez pas, vous n'avez pas le droit de prendre les terres parce qu'elles sont réquisitionnées, et vous crevez de faim, et quand l'hiver est venu, que la bise fut venue, vous mourrez parce que vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas planté, et donc vous n'avez pas de blé, et tout le monde meurt de faim. Donc ça fait entre 2 et 5 millions de morts, façon assez pragmatique pour les Russes de dégager les petits agriculteurs pour faire de grandes collectivités, reprendre tout sans avoir trop de révolte, hein, puisqu'ils sont tous morts de faim. Bon, le Russe est souvent brutal, particulièrement le Russe soviétique, et surtout quand il y a Staline derrière, et sa grande organisation de restructuration de la Russie pour en faire un pays industrialisé. Il est devenu industrialisé, mais avec des millions de morts. Bon, maintenant, elle est industrialisée, mais ça a coûté très cher en vie d'homme et
vie de petits paysans, particulièrement en Ukraine. Donc ils ne sont pas contents, donc c'est pour ça que les Ukrainiens sont traditionnellement avec les Allemands. Donc l'accord qui était un accord allemand-russe, en douce, c'était de faire travailler les Ukrainiens pour des sociétés rachetées en partie par les Allemands pour leur faire produire du blé et des berlines moyenne gamme et bas de gamme, hein, tout ça bien géré en économie de marché par l'État allemand, qui est un État d'ingénieurs et de gestionnaires, hein, qui est bien plus efficace que l'État ukrainien, et on vendrait tout ça à la Russie. Ça posait des problèmes à l'époque avec l'Amérique, qui voyait d'un très mauvais œil voir naître un géant eurasien qui aurait été composé avec les cerveaux ingénieurs allemands, le gaz et l'armement russe et les petites mains chinoises, hein, qui auraient produit, en passant par la Russie, cet énorme, ce géant qu'on voit apparaître maintenant, ce géant économique, qui est un ensemble de, on va dire, d'inventions pour faire fonctionner les usines, par exemple chinoises, pour la production d'innovations germaniques. Hein. Allez voir les usines en Chine, il y a énormément d'innovations allemandes, et les Allemands sont là-bas en quantité. En tout cas, ils vendent énormément leur ingénierie, et les Chinois sont prêts à les racheter très cher, et tout ce petit monde fonctionne ensemble avec l'énergie russe et la protection de l'armement russe, par exemple, armement russe dans lequel maintenant, innovation, hein, c'est bien, les Allemands interviennent. Par exemple, les derniers chars russes, c'est beaucoup d'électronique allemande, ce qui ne se faisait pas avant. Donc avant, ça ne plaisait pas aux Américains, maintenant ça passe un peu plus, et les Américains avaient fait cette révolution orange pour empêcher enfin, le développement de cette Ukraine, qui était une expansion territoriale de l'Allemagne pour faire fonctionner l'économie de marché vers une économie de marché et alimenter la classe moyenne russe avec des voitures et une économie de biens où on échange, on achète, de consommation. Donc ça n'avait pas plu de voir naître ça. Ça, c'était la première étape. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un autre problème très important actuellement, c'est qu'on voit arriver la Russie en Europe, les grands copains russo-germaniques, hein, et il y a comment ça s'appelle les gazoducs Nord Stream. Alors le Nord Stream a été construit, il part de Vyborg, hein, si vous connaissez, c'est un peu au-dessus de Saint-Pétersbourg, hein, et il amène du gaz en quantité énorme jusqu'en Allemagne. Alors c'est l'île de Rügen hein, où ça arrive. Alors c'est énorme, hein, ça produit du gaz, ça envoie du gaz pour toute l'Allemagne, puis après pour l'Europe, hein, bien sûr. Et ils ont court-circuité un peu l'acheminement des gazoducs qui passaient par l'Ukraine, et l'Ukraine qui aurait pu dire ah non, nous on veut le garder pour là, ou l'Ukraine qui était un peu sous influence hein, américaine quand même. Hein, ils voulaient rentrer dans l'OTAN. Il y a des gens qui influencent là-bas, qui auraient pu créer des problèmes. Maintenant, le gaz russe arrive par le nord. Hein, donc l'Allemagne ne risque plus d'avoir des coupures de gaz comme il y avait avant, s'il y avait eu un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc il y a le Nord Stream 1 qui est terminé, et ils sont en train de terminer le Nord Stream 2, c'est déjà terminé, hein. Il est ouvert jusqu'au bout, il n'y a plus qu'à déboucher, et hop, le gaz arrive. On rigole, mais l'Allemagne pour ce faux conflit, est en train de dire oui, on peut attendre. Ils peuvent attendre parce qu'ils ont le Nord Stream 1, et puis ils attendent que ça se tasse, et ils vont ouvrir le Nord Stream 2, surtout que c'est financé en partie par l'Allemagne. L'Allemagne, ce sont des hommes d'affaires, ils ne vont pas s'amuser hein, pour l'histoire de l'Ukraine à pas recevoir du gaz et à pas se chauffer l'hiver. L'Allemagne et la Russie sont ensemble, hein, on va rigoler. Vous pensez bien que l'Europe c'est l'Allemagne en vérité, c'est l'Allemagne qui domine, hein, Bruxelles, c'est elle, la puissance européenne qui vous met tous à genoux, et qui possède l'Europe centrale, hein, qui sont ces petits producteurs, ces petites mains, hein, et qui viennent piquer les aides européennes générales, hein, redistribution des aides européennes dans les pays producteurs pour les industries allemandes que sont la Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, un peu la Pologne aussi, hein, et puis j'en passe et des meilleurs, la Roumanie étant plutôt sous domination, on va dire économique française, un peu avec des installations d'industrie française. Mais globalement, l'Europe centrale productrice, c'est l'Allemagne, elle reçoit les aides européennes, en fin de compte chez elle, pour produire hein, à bas prix, c'est-à-dire qu'en échange, on maintient la production dans les usines, par exemple des voitures Mercedes ou des ampoules Siemens, je crois, c'est ça, je sais pas, il y en a pas mal, hein, à 500 € le mois. En échange, les ouvriers n'ont pas gueulé parce que les aides européennes vont être dispatchées dans tous les petits villages pour créer
pour refaire la Hongrie et moderniser la région. En général, le Hongrois redistribue correctement l'argent des aides européennes pour faciliter la vie des travailleurs en leur donnant un beau cadre de vie dans lequel ils vivent. Je vis en Europe centrale, donc je peux vous dire comment ça se passe. Hein. Ça se passe comme ça. C'est beaucoup moins corrompu qu'on pourrait le penser que, par exemple, la France, où les gars vont récupérer l'argent pour se prendre des villas. Hein. C'est un peu différent où vivre grassement. On est un peu différent, c'est un esprit de village en Europe centrale, que ce soit la Slovaquie ou la Tchéquie ou même la Pologne. Donc, actuellement, il n'y aura pas de guerre, parce que vous imaginez l'Allemagne qui va envoyer de l'armement. Déjà, l'Allemagne a dit qu'elle n'allait pas envoyer d'armement, qu'elle n'allait pas envoyer de soldats en Ukraine, et éventuellement elle allait prêter des armes. Et on a bien vu actuellement que les déplacements de troupes sont des déplacements symboliques. Hein. C'est 2 avions lettons, je ne sais pas au hasard, 300 soldats français, 6 chars, c'est rien en Roumanie, tu vois, je sais pas, c'est rien du tout, tu vois, c'est rien du tout. C'est ridicule, c'est symbolique pour dire nous, on se laisse pas faire. Mais en vérité, derrière, les Américains poussent, hein, et les Français un peu aussi, ne sont pas tellement contents parce qu'il y a des gros intérêts économiques. Alors l'intérêt économique, c'est pas sont pas où on croit. On pourrait croire que les intérêts de ce combat, c'est les Russes qui veulent récupérer l'est de l'Ukraine, ils en ont rien à foutre. Les Russes ont récupéré la Crimée, hein, et ils ont récupéré la Crimée qui était, pour des raisons, c'était très russo, beaucoup de Russes en Crimée, hein, comme à l'est, mais la Crimée, par vengeance un peu des Ukrainiens, était laissée à l'abandon. C'est un peu comme si c'était la Riviera ou la Côte d'Azur, hein, qui était magnifique, et l'État ne financerait pas les routes, les hôpitaux, les centrales électriques et les écoles, et tout était à l'abandon quand il y avait les Ukrainiens. Pourquoi ? Parce que c'est une majorité russe qui est là-bas, et pour les faire chier et les faire partir, on les laisse dans des situations, c'est des vengeances, mais les Russes auraient fait la même chose, vous inquiétez pas, il n'y en a pas un qui est là pour rattraper l'autre, ce sont des Slaves, avec leur mentalité de Slaves, hein. C'est terrible. Donc les Russes ont récupéré la Crimée, maintenant la Crimée est entièrement modernisée, c'est aussi des grands ports pour accéder à la Méditerranée. Vous allez voir que la Méditerranée est extrêmement importante pour nos amis les Russes, parce qu'il y a cette grande guerre du gaz qui a lieu. Voilà, actuellement c'est la guerre du gaz, hein, qui a lieu. Donc la Crimée, elle ne va pas être rendue. L'est de l'Ukraine, ils en ont un peu rien à foutre les Russes, mais ils restent un peu là, ils envoient des fois un peu des troupes en disant qu'ils n'en envoient pas, ou des mercenaires, en tout cas même si c'est pas dit, ils laissent des mercenaires passer en s'en lavant les mains, en disant oh nous on n'a rien vu, histoire de faire chier un peu les Ukrainiens avec qui ils sont en contentieux. De toute façon l'Ukraine, s'ils veulent aller dans l'OTAN, on va leur couper le gaz, donc ils vont avoir des hivers très froid, hein, ils ne pourront pas se chauffer parce que le Nord Stream et le Nord Stream 2 qui va bientôt arriver vont les court-circuiter. Donc l'Allemagne, elle a bien abandonné l'Ukraine, elle en a un peu rien à foutre. Elle viendra pour la moderniser après, sûrement pour créer de l'économie de marché, faire des pâtes, du saucisson et des berlines ou d'électroménager pas chers avec son système, hein, de venir dans les entreprises, injecter de l'argent et de la modernité pour produire, tout en maintenant des salaires assez bas, mais corrects, hein, pour la région, pour vendre bien sûr en Russie et dans la région. C'est ce qui est prévu à plus ou moins long terme, mais ça ne peut pas être empêché, même s'ils ne rentrent pas dans l'OTAN. C'est ça qu'il faut se dire. Maintenant, il y a une grande guerre énergétique qui a lieu entre le gaz russe et le gaz du Moyen-Orient, hein, qui est qatari, mais aussi les gaz du Moyen-Orient qui allaient en Europe. Alors c'était particulièrement les Français qui le prenaient, je crois, hein, mais d'autres devaient le prendre aussi. Les Italiens, je ne sais pas, ils sont tous en train de le prendre, je ne vais pas regarder ça. Et c'était les concurrents directs des Russes. Et les Russes sont en train d'éliminer d'une façon assez cruelle la concurrence. Ce sont des joueurs d'échecs, hein. Les Américains ne sont pas trop contents parce qu'ils voient les actionnaires de ces régions gazières du Moyen-Orient, hein, ce sont des actionnaires souvent américains, hein, qui ont les licences d'exploitation, hein, et transport aussi des fois du gaz liquide qui se déplace. Donc les Russes ont tout intérêt à pouvoir faire passer à gêner
ce gaz et à faire passer son gaz par le Nord Stream pour se diffuser. Là, il se diffuse en Allemagne, mais ils vont pouvoir se diffuser ailleurs, en Europe. Ça, c'est l'Allemagne, mais vous inquiétez pas, ils veulent en mettre partout. Alors, chose qui est assez formidable aussi, vous allez voir, ça va jusqu'en Afrique, ces problèmes, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Il y a l'Algérie, alors bien, bonjour à mes amis algériens qui me suivent d'Algérie. L'Algérie est un grand producteur de gaz et on voit que les Russes maintenant sont avec les Algériens de plus en plus. Les Russes, allez, on commence à dominer l'Algérie, puis commencent à dominer aussi l'Afrique, à arriver en Afrique. À quoi des nouveaux, les Russes sont en Afrique. Ah oui, ils sont en Afrique avec, vous savez, ces mercenaires Wagner qui sont en vérité des entités russes non déclarées, de mercenaires qui sont des soldats assez bien formés, qui viennent à la rigueur former des dissidents à des gouvernements qui seraient sous domination, par exemple, France, qui seraient sous influence française, la France-Afrique, moi j'aime bien la France, mais il y a ses intérêts économiques. Et il y avait un grand projet entre le Nigeria, c'est à Wari, c'est ça, et le Nigeria et la Méditerranée, en passant par Nigeria, Niger et Algérie, pour faire un grand gazoduc transsaharien qui aurait apporté du gaz du Nigeria. Alors ce gaz, il était obligé de passer, de contourner l'Afrique par des gaziers, ça coûte beaucoup plus cher, et c'est un grand projet qui est en place, et puis c'est un projet qui n'avantage pas forcément les Russes, puisque ça ferait venir du gaz en Europe qui pourrait alimenter l'Europe du Sud, peut-être l'Italie, la Turquie, tout ça. Donc ça gêne un peu les Russes en disant non, non, nous on veut vous vendre votre gaz et on va vous emmerder sur le gaz que vous voulez remonter à travers le désert. C'est des histoires énergétiques à chaque fois, parce que si tu fais venir du gaz d'Afrique, le gaz russe va baisser et la Russie n'a pas d'économie de marché. Elle vit avec ses énergies. Donc elle a tout intérêt à empêcher la concurrence, comme les Américains au Moyen-Orient avaient tout intérêt à empêcher la concurrence étrangère, et les Russes aussi. Tout le monde se bat pour le gaz, comme en Afghanistan, c'était le gaz turkmène qui essayait d'être extrudé, il sortait par l'Afghanistan parce que la Russie bloquée par l'Ouest, et toujours des histoires énergétiques, parce que les hommes consomment beaucoup d'énergie, et ces énergies fossiles pour le gaz sont très importantes pour notre vie, surtout pour nous chauffer l'hiver. Voilà. Donc, il y avait un projet de transsaharien, et il y a un autre projet qui est un projet de contournement de l'Afrique par la mer, avec un grand, alors je crois que c'est 6000 km de distance. Ah non, non, c'est un gazier, un grand gazoduc, je regarde un peu, un grand gazoduc qui doit contourner cette fois-ci en passant par le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, je crois que c'est ça, la Guinée, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, elle va jusqu'au Maroc, la Mauritanie, alors ça fait 1, elle part du Nigeria, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pays, grand arc de cercle à faire. Alors, c'est dur à faire parce qu'il y a quand même de la diplomatie à faire, et puis il peut y avoir des attentats, c'est facile de soudoyer des minorités tribales pour faire péter ça, donc c'est pas évident. Donc on voit qu'il y a un problème en Afrique avec cet acheminement de gaz du Nigeria qui reviendrait moins cher s'il était par gazoduc que s'il est passé par bateau, tout simplement. Donc les Russes n'ont pas intérêt de voir ce gaz arriver, et ils ont intérêt à se mettre avec l'Algérie. Alors l'Algérie n'est pas trop contente pour le passage de ce gaz. En fin de compte, elle disait oui. En fin de compte, la Russie est derrière, on va dire, pour peut-être plus ou moins derrière, pour financer peut-être avec Wagner quelques groupes islamistes, qui sont en vérité des minorités ou des minorités tribales opprimées. Ça serait ils gagneraient le combat, ils opprimeraient les autres, c'est toujours comme ça. Ils arriveraient à avoir le pouvoir, ils opprimeraient les autres. C'est la minorité, la tribu au pouvoir, ou les tribus au pouvoir oppriment les autres qui sont leurs ennemis pour des intérêts énergétiques, de puissance, et les superpuissances jouent bien avec ça. Donc il y avait ce gaz qui devait passer là, et puis les Russes se sont mis là-bas justement pour empêcher la bonne fabrication, et surtout la mainmise de l'État français, par exemple, entre autres, et bien pas que, sur ce passage du gaz. Donc ça gêne un peu tout ça pour favoriser le gaz qui viendra par la Baltique et qui arrivera en Allemagne. Donc on est directement, nous, les Français, en concurrence avec l'Allemagne qui a investi beaucoup d'argent dans le gaz russe, et la Russie
elle, vient faire chier l'Ukraine, si vous voulez, en disant nous maintenant on a la mer Noire pour passer, amener nos flottes de guerre et puis amener nos flottes aussi marchandes et on va commencer à rentrer en Méditerranée parce qu'avant c'était pas possible, ça bloquait à la Turquie, au Bosphore, ils faisaient chier puisque les Turcs étaient avec Bosphore étaient avec les Américains principalement. Maintenant les Turcs sont relativement indépendants, les Américains les ont un peu lâchés à l'époque de Trump. Puisque Trump c'était les gaz de schiste, donc ils n'avaient aucun intérêt avec les pétroles et les gaz du Moyen-Orient, c'était la concurrence directe, une concurrence américano-américaine, mais l'Amérique de Wall Street contre les pétroles et les gaz de schiste trumpiens. Donc c'était des guerres énergétiques toujours. Donc les Russes, eux, commencent à envahir la Méditerranée, se sont mis avec les Russes, les Russes se sont mis avec les Algériens, et commencent à faire la pluie et le beau temps sur l'acheminement de gaz en Europe via l'Algérie. Tout simplement. Avant, le gaz algérien, il passait, je crois qu'il avait une sortie, après il repassait au Maroc, c'est ça. Donc ils sont en train de bloquer pour aller en Espagne, et ils sont tout simplement en train de dire à la Russie, à l'Algérie, on vous aide, on vous envoie de l'armée, on vous envoie des gars qui vous forment, on vous donne de l'argent aussi, on est là. En échange, vous faites un peu pression sur l'Europe du Sud, pour les forcer à acheter notre gaz. Vous limitez des fois votre gaz pour l'Europe du Sud. On vous l'enverra, t'inquiète pas, on va vous le prendre pour vous l'envoyer ailleurs. Pour les forcer à acheter notre gaz Nord Stream, qui nous a coûté quand même cher en construction, et qui va nous enrichir, nous, et puis les actionnaires allemands qui ont dû mettre de l'argent dedans. Donc voilà ce qui se passe exactement. Il y a une grande guerre du gaz, et l'Ukraine est un peu prise au milieu. Elle veut rentrer dans l'OTAN. Ça n'intéresse absolument pas les Russes, ça n'intéresse pas plus les Allemands que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ça intéresse juste la France et quelques autres pays européens, et même les Anglais. Les Anglais ont l'air avaient une vision très pragmatique des choses, ils savent bien qu'il n'y aura pas la guerre, qu'ils sont un peu gênés par cette histoire, parce qu'ils voient bien que la Russie est en train de devenir le maître du gaz en Europe, et que le gaz du Moyen-Orient risque de ne plus arriver parce qu'il va être un peu cher, il le bloque, et que le gaz africain du Nigeria, il n'est pas prêt d'arriver à bon prix en Europe parce que les Russes sont en train de vous le bloquer pour continuer à vendre leur gaz du Nord Stream pas trop cher. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu ce qui se passait, qu'il n'y a pas de guerre réelle, parce que s'il y avait une guerre réelle, ça n'avantagerait personne. Ce sont des pressions qui sont faites un peu sur la Russie en disant oui, vous nous faites chier, regardez, vous avez pris l'Ukraine, c'est pas bien, on va faire des rétorsions. Mais quelles rétorsions quand l'Allemagne dépend du gaz russe et quand l'Allemagne est économiquement avec les Russes? Nous voyons naître la grande Eurasie, l'Allemagne produisant l'ingénierie de haut niveau, la Russie produisant l'armement et les matières premières et le gaz, et la Chine, à ce moment-là, faisant la production manufacturière avec l'ingénierie pour les usines allemandes et pour le moment l'énergie russe et l'armement russe. Sans compter que la Russie est un pays qui est en train de se développer, elle est en train d'ouvrir la route commerciale du Nord-Ouest avec le réchauffement climatique, avec des cargos nucléaires qui iront de Chine jusqu'en Europe en évitant le canal de Suez et le passage de la mer de Chine qui est problématique. Plus la route de la soie qui est une énorme voie terrestre, où il y en a même deux, je crois, qui sont en train de se faire, qui va de la Chine en passant par la Russie, puis les républiques russes, et qui se termine en Pologne et en Hongrie, et qui va acheminer énormément de marchandises, de production chinoise vers l'Europe. Donc il y a la Russie va toucher, donc il y a ce grand géant eurasien qui est en train de naître avec l'Allemagne, la Russie et la Chine. Et la France est un peu dans la merde puisqu'elle est en train même de perdre un peu sa France-Afrique avec la Russie qui vient faire chier pour ces histoires de gaz nigérien, et de gazoducs. Il y a des gazoducs qui se mettent, donc ça coûte cher, donc ça devait remonter vers l'Europe, et c'était parce que la France ne veut pas être dépendante uniquement du gaz du Moyen-Orient. Elle voulait avoir son gaz aussi, elle l'achète à l'Algérie aussi, mais on voulait faire passer du gaz aussi, ils voulaient faire passer du gaz par l'Algérie. L'Algérie bien sûr prendrait un
droit sur ce gaz. Hein. Et bien sûr, ça permet aussi à la Russie, quand elle est avec l'Algérie, de pouvoir dispatcher où elle veut le gaz, le bloquer si elle a envie, pour faire vendre avant tout le gaz russe, le gaz sur lequel elle fait le plus de bénéfices. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On a fait 30 minutes de vidéo, hein, donc il ne se passera rien, il n'y aura pas de guerre, parce que pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait des intérêts énergétiques, et l'Europe étant l'Allemagne n'a aucun intérêt à avoir une guerre avec la Russie, puisque la Russie lui fournit son gaz et elle fournit beaucoup euh, d'ingénierie à la Russie. Donc ils sont copains-copains. Donc on n'aura pas ça, faut pas rêver, on est dans l'émotionnel, on le sait très bien. J'ai écouté l'ambassadeur russe qui disait mais on va jamais attaquer l'Ukraine, nous envoyons personne, nous on n'a rien fait. Par contre, ils ne laisseront jamais la Crimée repartir. La Crimée pour eux est une base énorme, hein, avec ça permet de sécuriser la mer Noire et d'avoir cette mer qui débouche directement sur le commerce méditerranéen et sur l'influence russe qui peut arriver par le commerce, mais surtout par son armement, ses vaisseaux militaires, qui peut s'imposer en Méditerranée et imposer des règles dans le passage d'énergie euh, de l'Afrique vers l'Europe. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo du soir espoir pour vous expliquer tout ce qui se passe à peu près. Alors, des fois je peux être un peu vague, hein, j'oublie les noms, mais c'est à peu près ça. Hein. On rigole bien, il n'y aura pas de guerre. Voilà. Et s'il y a une guerre, c'est que je ne comprends vraiment rien au monde et c'est que les données qu'on m'a envoyées sont fausses. Je vous aime et paix sur terre. À bientôt.